Donc j'ai pas encore lu l'autre recueil qui est sorti cette semaine chez Kazé. Donc on va parler de 1721. C'est le recueil d'histoires courtes de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man et Fire Punch. Donc c'est ces histoires avant qu'il écrit Fire Punch justement, quand il avait entre 17 et 21 ans, comme le titre du manga l'indique. Et bon, du coup, il n'y a pas vraiment de résumé à faire, hein, c'est vraiment... Là, c'est le genre de titre qui va parler surtout aux fans de l'auteur, qui sont déjà convertis. Et quoique, ça peut quand même faire office de porte d'entrée pour découvrir l'auteur aussi, en vrai de vrai. Même si pour le coup, je trouve que c'est pas forcément super conseillé. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça dingue. J'ai trouvé ça dingue et ça confirme tout simplement à quel point Tatsuki Fujimoto est un auteur de génie. Et pour moi, ça confirme encore une fois que c'est le crack de sa génération. Alors pour moi, c'est pas l'un des mangas de sa génération. Pour moi, c'est le manga de sa mangaka, pardon. C'est vraiment le mangaka de sa génération. Et du coup, ouais, il est très très fort. Donc autant la première histoire, voilà, c'est pas la plus marquante, l'histoire avec les fameux extraterrestres qui envahissent la Terre, tout ça, l'humanité finit par être exterminée, il reste que deux êtres humains et finalement il y a un twist à la fin. J'en dis pas plus, mais c'était bien pensé, tu le vois pas venir, donc très très cool. Mais ouais, ça te montre que narrativement le type était déjà rodé en fait, on va dire. Il avait déjà des idées dans sa façon de raconter les choses et tout. Donc pour le coup, ouais, c'est ça que j'ai bien aimé. Après, la deuxième histoire, c'est l'histoire avec la balle, où y a quelqu'un qui vient agresser la professeure d'un élève, un élève qui est littéralement, on va dire amoureux ou admiratif de sa prof, on va dire. Et voilà, il arrive à faire des choses. De toute façon, vous avez vu la planche, c'est bon, il arrête une balle à main nue. Mais ça, pareil, c'est super bien amené. Tu te dis, wesh, c'est un registre réaliste et tout. Le mec, il arrête une balle à main nue, mais... Voilà, il y a des idées, encore une fois, mais dans le découpage et tout, il était déjà rodé, j'ai l'impression, en vrai de vrai. Donc ça donne des petites anecdotes aussi entre chaque histoire. Il y a un commentaire de l'auteur. Donc ça, c'est aussi cool. Après ça, je vous laisse découvrir parce que... Il y a des... Ah, c'est aussi pour ça qu'il faut acheter les tomes pour les mots des auteurs et tout. Mais moi, je vais pas vous mentir, l'histoire que j'ai préférée, c'est très clairement la dernière. Et là, pour le coup, c'est l'histoire entre le vampire qui est immortel et l'espèce de tueuse à gages, là, la femme fatale, on va dire, qui, euh, qui a un tempérament assez particulier, on va pas se mentir. Mais ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est la notion et le paradoxe entre l'immortalité et l'ennui. Genre, ok, c'est très bien d'être immortel, mais en fait, l'ennui, si t'es immortel et que tu t'ennuies et que t'as rien à faire, à quoi ça sert finalement? Et c'est ça que cette histoire, elle raconte. Et pour le coup, en termes de dessin, je trouve que c'est celui-ci qui sort du lot aussi, vraiment pour le coup. Là, je vous ai mis quelques planches, il y en a que vous avez sous les yeux. Mais, donc je sais plus, attends, c'est lequel celui-là? Comment il s'appelle? Donc ouais, c'est Shikaku celui-là. Shikaku, je parle bien de Shikaku, l'histoire Shikaku, la quatrième du tome. Et j'ai vraiment kiffé cette histoire. Et en plus de ça, bon, je pense que je ne suis pas fou. On est d'accord que c'est ce perso qui a inspiré Makima. L'auteur ne le dit pas vraiment, mais bon, on suit l'histoire d'une femme forte, un peu femme fatale dans ce délire-là, avec bon, elle a une personnalité plus, on va dire, excentrique, extravagante, extravertie. Mais je sais pas, même dans le chara design, il y a un petit truc de Makima. Donc est-ce que c'est pour ça que j'ai aussi accroché plus particulièrement à cette histoire-là? Bonsoir, oui, très clairement. Mais non, en vrai, ouais, c'est bien de voir aussi les probables inspirations de l'auteur, ou en tout cas, on sent qu'il a repris aussi des idées de ces histoires-là pour ses futurs mangas par la suite, Fire Punch et Chainsaw Man. Et, en tout cas, ouais, c'est très cool, c'est très enrichissant. Et si vous êtes fan de l'auteur, encore une fois, ça c'est indispensable, les gars. Donc maintenant, j'ai hâte de lire le prochain, voilà, c'est lui, là, 22-26. Donc je pense qu'on en parlera la prochaine fois. Et là, pareil, là, on sent qu'il était déjà plus proche de ce qui se fait, de ce qu'il fait dans Chainsaw Man, là, en termes de dessin, tout ça. Graphiquement, on s'en rapproche plus.
Les deux anthologies sont incroyables. Ah mais très clairement, enfin moi en tout cas j'ai lu la première pour le coup, mais la première est super validée. Alors que c'est vraiment ses premières histoires. Le type n'avait pas d'expérience, tout ça. Et franchement très très fort le type. Donc quelles histoires vous avez préférées du coup? Je vois qu'il y a Shikaku qui sort du lot. Donc je peux vous redonner un peu le nom des histoires. Donc il y a deux poules au fond du jardin, il y a l'élève Sasaki a arrêté une balle, l'amour est aveugle, et Shikaku du coup. Et c'est vrai que j'ai pas parlé de l'amour est aveugle, mais celui-là, cette histoire-là ne m'a pas spécialement marqué, parce qu'en gros c'est un type qui veut se déclarer, mais il arrive toujours enfin, il est toujours, au moment où il veut faire sa déclaration, il y a toujours un événement extraordinaire qui arrive pour l'interrompre. Donc c'est assez marrant en vrai dans le procédé, dans comment c'est amené et tout. Mais j'ai trouvé le, bah, c'est un peu ce que dit Fujimoto en vrai. Son éditeur lui avait dit qu'il racontait des choses, enfin, il racontait une histoire qui aurait pu tenir. Enfin, il racontait pardon, une histoire en 30 pages qu'il aurait pu raconter en 10 pages. Et c'est vrai, c'est un peu le sentiment que j'ai eu aussi quand j'ai lu cette histoire-là. C'est que, bon, ok, quand on te fait le coup une fois, voilà, le type il veut se déclarer. Je dis n'importe quoi, là je sais pas, c'est pour pas vous spoiler, mais t'as une météorite qui s'écrase, donc du coup ça l'interrompt et il peut pas le faire tout de suite. Après il essaye de se reprendre, donc du coup il se fait encore interrompre par autre chose. Donc, voilà, ça reste cool, c'est fun, hein, c'est une petite histoire non plus, on va pas être trop exigeant. Mais en tout cas ça montre que le type, il avait déjà des idées bien perchées pour essayer de se démarquer aussi. Deux poules au fond du jardin, bizarre comme nom. Bah oui, et c'est d'autant plus bizarre vu ce que ça raconte. Mais ça, faut. C'est du Fujimoto, faut le lire aussi pour comprendre. Perso, le deuxième recueil, c'est La fille au réveil. Bah, du coup, moi, je vous en parlerai bah, dès que j'aurai lu tout ça. Là, du coup, je sais pas trop. Mais je suppose que je vais valider aussi, comme celui-ci, parce que Fujimoto, j'ai envie de dire, il peut. Il peut me vendre n'importe quoi, là, lui. Cet auteur, ça y est. Pour moi, c'est un peu le. J'aime pas dire ça, mais le nouveau Urasawa, quoi. C'est l'auteur. Dès qu'il sort un nouveau manga, tu sais que ça va être quali, parce que le type est trop fort, en fait. Ok, donc apparemment, le, le 22-27 sont. Enfin, de 22-26, pardon, sont, sont encore un cran au-dessus. Ok. J'ai l'impression que les deux anthologies regroupent un peu les deux facettes de Fujimoto. Dans 17-21, c'est plutôt des histoires what the fuck. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pour le coup, c'est vraiment ce qui en ressort. Hein, on dirait qu'il. Après, encore une fois, c'est ses premières histoires, mais on sent qu'il a une volonté déjà. Enfin, qu'il avait une volonté à l'époque de vraiment se démarquer dans sa façon de raconter des histoires et pas se contenter de suivre ce qui se fait déjà dans le milieu du manga, tu vois. Dans 22-26, c'est plus l'aspect relation entre personnages qui est développé. Au final, Chainsaw Man et Fire Punch sont une combinaison des deux facettes. Et c'est ça qui est cool pour moi. Donc moi, j'ai déjà cet avis-là un peu avec 17-21 parce que ça te permet encore une fois de voir bah, l'ébauche de Fujimoto, j'ai envie de dire, ça, qu'est-ce qu'il a façonné pour qu'on arrive à Fire Punch et Chainsaw Man. Bah, déjà, quand tu fais la transition Fire Punch Chainsaw Man, il y a déjà un gouffre. Et même quand tu passes de Chainsaw Man à Look Back, etc., le type, il se renouvelle constamment, il rebondit constamment. Et en fait, il va toujours dans des terrains où tu l'attends pas forcément, mais toujours, il te montre qu'il est trop fort, peu importe le contexte, peu importe le genre d'œuvre et d'histoire qu'il met en avant. Mais ouais, moi j'ai vraiment ce sentiment-là aussi que ces anthologies-là, elles sont là pour à te en savoir un petit peu plus sur l'auteur. Et ça c'est vraiment cool. Ok, bah vous m'avez bien chauffé en tout cas pour 22-26, donc je vais lire ça assez vite. Donc voilà. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de passer à Gintama un petit peu? Gintama. Donc c'est vrai que j'ai mis un petit peu en pause cette semaine, j'ai pas encore trop lu, il faudrait que j'avance un peu plus vite. Même si ça reste assez loin à lire, enfin c'est un kiff à lire, hein, mais ça reste long à lire les tomes de Gintama en vrai, il y a beaucoup de textes et tout. Donc voilà, on va passer à Gintama. Attendez, tac. Hop, que je retrouve. Donc du coup, Gintama, bah j'ai enfin, moi ce que je vais aborder essentiellement, voilà, je vais pas vous redonner mon avis sur Gintama, enfin, je vais pas vous relire le synopsis, etc.
Mais en tout cas là, l'avis que j'ai de Gintama, c'est plutôt une mise à jour, on va dire. C'est que, tout simplement, plus ça avance, et plus je suis en train de me dire que ça peut viser mon top 10. Sachant que mon top 10, moi c'est pas le premier manga que je vais lire qui va le bouger en fait. Ça fait des années qu'il bouge pas trop. Bon allez, des fois le 9ème, 10ème, il peut varier, mais moi c'est vraiment un top que je fais sur des années en fait. C'est pas un nouveau manga que je vais lire à chaud. Bon, je l'ai fait avec Tokyo Revengers, mais vous voyez, Tokyo Revengers il est pas resté longtemps finalement parce que y a des trucs qui m'ont déplu après et voilà. Même si encore une fois Tokyo Revengers c'était une très très belle découverte et en termes de première lecture, ça m'a mis une claque de fou et ça restera un de mes mangas préférés. Mais en tout cas, Gintama, je sens que ça a le potentiel d'être un manga qui peut intégrer mon top 10 et y rester en fait sur le long terme. C'est ça la différence. Parce que oui, certes, là pour le moment, moi je suis plus dans l'aspect comique de Gintama pour le moment, encore une fois. On est vraiment dans l'introduction des personnages, dans le développement de personnages. On te raconte plein de petites histoires et vraiment bah, leur relation évolue. Que ce soit bah, Gintoki, ou des fois t'as des bribes de son passé. Tu sens que l'auteur il t'en réserve encore pour pas trop t'en dire. Et le passé de Gintoki, j'ai trop hâte d'y arriver. Pareil pour Kagura. Kagura, moi, c'est mon personnage préféré pour le moment. Elle est attachante, j'ai envie de dire. Elle casse les couilles, elle fait rire, mais c'est une teubée, mais moi, je la kiffe trop. Et justement, elle a commencé à vraiment me toucher quand il y a eu des histoires bah, vraiment sérieuses, en fait, sur ses origines, quand son daron, il arrive sur Terre et tout. Et c'est en ça que Gintama, je me dis... Je comprends quand on me dit que, ok, quand ça va arriver aux arcs sérieux, tout ça, ça va monter un cran encore une fois, un cran supplémentaire. Et parce que oui, moi, du peu que j'ai vu dans les arcs sérieux et dans les chapitres plus sérieux, on va dire, en fait, Gintama, c'est une excellente comédie déjà, mais ça peut aussi prendre le rôle d'excellent neketsu tout court, en fait, excellent manga d'action, excellent un classique du Jump tout simplement. Ça n'a pas usurpé sa réputation. Et, euh, et pour le coup, bah là j'en viens au fait que je voulais aborder. J'ai enfin terminé et découvert l'arc Benizakura là. Donc c'est un peu considéré comme le premier arc sérieux de Gintama. Et pour le coup, bah j'ai pris une claque en fait. Donc je sais pas si c'est pour certains c'est le meilleur arc de Gintama et c'est le prime de Gintama déjà. Mais franchement, moi j'ai vraiment kiffé l'arc dans son intégralité parce qu'il est à la fois court mais à la fois dense aussi. Genre il te raconte plein de choses. On revient un peu sur les origines de Gintoki aussi. Donc moi c'est vraiment un kiff. C'est vraiment un kiff. Et ça change en fait parce que oui, certes c'est Gintama, moi ça me fume de rire à chaque chapitre. Les persos ils sont trop cons. Il y a même une ambiance un petit peu. Je sais pas, pour moi la ville d'Edo dans Gintama, j'ai l'impression que c'est un peu un Springfield comme dans les Simpsons. Tu vois, c'est la ville c'est un personnage aussi. Genre, on va dire tu peux suivre les aventures de tel ou tel personnage secondaire. Moi ça va me régaler autant que si on suit les personnages principaux. C'est en ça que je fais la comparaison avec Springfield, les Simpsons, tout ça. C'est que on évolue dans un même lieu, mais t'as pas besoin pour le moment de voyager à droite à gauche, même si je me doute que Gintama ça va partir dans des délires, dans des bails spatiaux, tout ça. On va aller dans... On va se balader on va se balader dans l'univers. Mais moi ça me régale déjà dans cette façon-là, dans cette facette-là. Et maintenant que les arcs sérieux aussi, bah ça y est, là j'ai pu voir que ça envoie du lourd aussi à ce niveau-là. C'est très cool. Donc du coup, merde, comment il s'appelle le perso En plus, j'ai zappé le nom du perso, mais il a un flow stratosphérique en plus. Pas Katsura, mais l'autre là. Parce que oui, maintenant j'ai appris qu'il y avait les 4 empereurs aussi dans Gintama, attention, genre... ou le Monster Trio, comme vous voulez. Benizakura est pour moi le moins bon des arcs sérieux. Ah ouais Takasugi, ouais, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est lui. Ah oui, oh lui, bon, oui, bien sûr, oui. Oh, lui. Ah oui, Shinsuke, moi je retiens plus avec Shinsuke. Non mais lui, par contre... Lui, en termes de prestance, en termes de charisme, en termes de... Ouais, en termes de flow, on va dire ça comme ça. Dès son apparition déjà, lui il m'avait marqué. Genre il a un regard, juste dans le regard tu sens que lui il a du vécu, tu sens que lui il est un petit peu... Je sais pas, enfin, moi en tout cas où j'en suis, je sais pas trop à quoi m'attendre avec lui en fait. C'est un peu...
C'est un peu comme Hisoka, genre ça m'a l'air d'être un électron libre, il a l'air imprévisible, on sait pas, est-ce que c'est pas un fils de pute, tu vois, genre, est-ce que, parce que oui, c'était un frère d'armes de Gintoki par le passé, etc., avec Katsura, tout ça, et forcément, bah, ils ont pas pris les mêmes directions chacun, et donc peut-être que ça va sombrer dans la haine, tout ça, je sais pas, hein. Là je dis peut-être une connerie, je sais pas, moi c'est où j'en suis en tout cas, mais pour le coup, bah, lui, ça reste un potentiel candidat pour le titre de perso préféré, hein, en tout cas. Parce que je sais pas, il a une aura, pas, c'est sa prestance, c'est intriguant de fou. Et pour l'avoir vu enfin en action pour le coup, ça y est, le mec il m'a montré que va falloir compter sur lui, ça c'est sûr et certain. Donc moi j'ai encore ma petite référence pour Kagura et Gintoki, mais Shinpachi en vrai je le kiffe, hein. Shinpachi c'est vrai que je vois pas trop les gens en parler. Mais Shinpachi, en vrai, pour moi, enfin, dans Gintama, c'est ça qui est bien. Il y a à la fois le Monster Trio, mais il y a aussi le trio attachant des protagonistes aussi. Genre là, c'est le trio complémentaire entre ces trois teubés, mais ils se complémentent quand même, les Kagura, Shinpachi et Gintoki. Et après, ça devient même un quatuor limite avec Sadaharu, là, leur animal de compagnie. En vrai, c'est un kiff pour le coup. C'est vraiment un kiff. Donc voilà, après, j'ai pas grand chose à rajouter depuis la dernière fois, sinon, à part ça. Après, ouais, le Shinsengumi, c'est ce que je vous dis, les gars, les persos les plus secondaires, même merde, comment elle s'appelle? La... Celle qui vole à chaque fois, la vieille, là. Même elle, je la kiffe. Même le prince, je le kiffe aussi, là, le prince casse-couille, là. Non, vraiment, pour moi, il y a vraiment que... Il y a vraiment que des bons persos, en vrai, pour le coup. Donc voilà, bon, j'espère que je vais avancer un petit peu plus. Mais en vrai, c'est ça, enfin moi quand je kiffe un manga aussi, j'aime bien prendre mon temps pour le savourer un petit peu. Et là après, je peux quand même accélérer, je vais pas vous mentir, c'est bon, il y a 74 tomes pour Gintama, 77 même. Si on prend enfin, au Japon, du coup, c'est fini en 77 tomes. Donc voilà, j'avancerai, on en reparlera, bah, je pense, la semaine prochaine pour le coup, pour faire un autre point. Mais en tout cas, c'est en très très bonne voie, et plus ça avance, encore une fois, et plus c'est lourd, plus c'est validé en tout cas. Et je répète encore une fois ce que j'ai déjà dit. Mais pour moi, Gintama, arrêtez en tout cas pour le vendre de dire que ça commence à tel ou tel tome pour être bien en fait, parce que non. Dès le premier tome pour moi c'est déjà excellent. C'est plus un manga, c'est plus une comédie au début. Et je suppose que ce ton comique il restera quoi qu'il arrive parce que c'est ce qui fait aussi la force de Gintama. Mais moi si on m'avait dit que c'était aussi bien dès le début et qu'on m'avait pas vendu l'arc sérieux qui arrive, bah finalement je crois que le premier il arrive vraiment au tome 11 ou 12. En vrai, ça c'est quelque chose qui peut décourager les gens. Alors que moi je vous le dis les gars, foncez sur Gintama, dès les premiers tomes ça va vous fumer de rire. Et au contraire, dès que vous allez arriver aux arcs sérieux après, bah vous serez attaché au personnage. Vous aurez vraiment appris à les connaître et tout. Et je vous jure que bah finalement quand il y a des scènes marquantes, où vraiment là il y a des enjeux, il y a des persos qui pissent le sang, mais cette fois-ci c'est pas des gags, ça pisse vraiment le sang, voilà, s'ils sont blessés vraiment pour le coup, tu sais pas s'ils vont y passer ou pas. Là par contre, ça t'impacte beaucoup plus pour le coup. Parce que t'as l'habitude de les voir faire les cons et tout, faire des petits gags par-ci par-là, des trucs que tu te dis mais ils sont débiles, ils sont trop cons. Et justement, quand tu les vois confrontés à des enjeux et à la vraie réalité de l'univers de Gintama, qui est un univers qui peut être terrible aussi, il y a aussi cette facette-là, et ben je peux vous dire que moi, c'est pour ça qu'aussi l'arc Benizakura là, il m'a vraiment marqué. J'ai vu des persos qui faisaient un petit peu les guignols avant ça, être confrontés à des situations, t'as pas l'habitude de les voir en fait finalement. Et franchement chapeau parce que c'était super bien fait et pour le coup bah ça te montre que Gintama c'est un potentiel monstrueux pour devenir un manga qui peut froisser ton top sans souci en vrai. Donc voilà. Voilà pour Gintama en tout cas. Donc apparemment bah plus ça avance plus c'est lourd bah pour le moment ça le confirme. Donc on verra pour la suite. Vas-y on va enchaîner avec Escalade Yokohama. Alors Escalade Yokohama les gars, je pense que ça va être rapide en vrai parce que ça c'est encore une fois, c'est le genre de manga que je peux vous recommander entre deux lectures. Voilà, entre un Gintama maintenant et et allez, on va dire un Jujutsu Kaisen. Ben, Escalade Yokohama, c'est vraiment le manga feel good. C'est une référence en termes de tranche de vie. Voilà,
Vraiment en termes de manga, tranche de vie, slice of life, tranquille, où tu suis juste le quotidien de Alpha, donc le personnage que vous voyez, l'héroïne là. Tu suis son quotidien dans sa petite ville, dans le café qu'elle tient. Tu vois ses interactions avec les différents personnages qui viennent dans son café, etc. Franchement, c'est pas le genre de manga où, encore une fois, il faut attendre un scénario, etc. ou quelque chose de très poussé ou quoi. Mais je vous jure qu'on passe un très bon moment à chaque tome, genre. C'est le manga détente. Ouais, c'est pas une comédie, hein, c'est pas un manga qui va vous faire rire ou quoi. Mais c'est un peu une bouffée d'air frais. Et pour le coup, bah, moi, chaque tome de SK Yokohama, bah, je les attends. Même si là, je crois je suis pas totalement à jour, là, c'est le 6ème tome que j'ai lu pour le dernier. Et pour le coup, bah, chaque tome, j'ai l'impression je sais pas, de respirer, tu vois, genre, pour le coup, ça fait plaisir. Et quand on parlait de tout à l'heure de la qualité des éditions de Meian, bah, juste regardez, pour le coup, dans Escalade Yokohama, il y a beaucoup de pages couleurs, et ça renforce ce sentiment bah, vivant dans la série, rafraîchissant. Ça fait plaisir en vrai. Il y a vraiment beaucoup de pages couleurs pour le coup. T'en as même au milieu du tome. Ah, il y a même des chapitres full color en fait, tout simplement. Donc je sais pas si vous avez déjà lu Escalade Yokohama. C'était une sortie de l'année dernière. Je sais qu'il y en a qui avaient pas mal forcé pour que ça arrive en France. C'est fini, je crois, en 14 tomes au Japon, si je dis pas de conneries. Corrigez-moi corrigez-moi si je me trompe. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment la lecture agréable par excellence, genre. Après, je peux vous montrer aussi des planches plus classiques. Mais même le trait, en fait, il va dans ce ton-là, en fait. C'est léger, c'est sobre, c'est épuré. Ça se lit rapidement. Et pour le coup, ouais, ça reste agréable aussi. Tac. Il y a vraiment des pages couleurs au milieu du tome. Enfin, un peu partout, j'ai envie de dire. Donc voilà, en vrai, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter dessus, parce que finalement, en vrai, c'est juste le truc que tu lis pour te détendre, rien pour te vider l'esprit et tout. Mais c'est bien foutu. Et les persos et tout sont cool et tout, les interactions sont... Enfin, leurs interactions sont sympathiques aussi. Et voilà. Vas-y, j'ai envie de garder... Bon, pas le meilleur pour la fin, mais presque. Mais Manchuria Opium Score, on va se le garder pour la fin. Donc on va passer à Mauvaise Herbe. Alors, je vous en avais déjà parlé dans une autre lecture qui date un petit peu en vrai. Je vous avais parlé du premier tome. Rien à voir, mais ça a repris Grand Blue. Ouais, ça a repris, le chapitre est sorti au début du mois. Au Japon, du coup. Je crois que c'est sorti le 7 dans le Good Afternoon. Donc, du coup, pour... Alors, attendez. Est-ce que j'ai mis les planches? Tac, je les ai mis là. Voilà, tac. Donc, Mauvaise Herbe, du coup, c'est un manga de Keigo Shinzo. Et vous voyez tout à l'heure, on a parlé de Shuzo Oshimi. Donc si vous kiffez Shuzo Oshimi et ce genre de thématique un peu, voilà, problème d'adolescence, où tu vois des personnages un petit peu grandir avec leurs traumatismes, leurs problèmes, tout ça, et ben Mauvaise Herbe, c'est totalement ça. Donc je vais vous chercher le résumé en vrai, parce que c'est vrai que c'est pas un manga très connu. Et c'est un manga qui finalement, c'est un manga court, parce qu'il est terminé en 4 tomes, mais vraiment pour le coup, bah là je peux vous donner mon avis final sur l'œuvre. Moi, ça a totalement conforté mes premières impressions, c'est que ça a été à l'essentiel en fait. Et tant mieux pour le coup, parce que ça n'a pas été trop lent pour rien. Et voilà. Donc je vous lis le résumé. Au cours d'une descente de police dans une maison close miteuse maquillée en salon de massage, le lieutenant Yamada rencontre Shiori, une lycéenne fugueuse qui lui rappelle sa propre fille aujourd'hui décédée. À peine raccompagnée chez elle par la police, Shiori disparaît de nouveau fuyant les coups de sa mère abusive. Yamada part à sa recherche, mais la jeune fille désemparée trouve refuge chez un inconnu à la bienveillance plus qu'équivoque. Donc voilà, vous avez compris quand je parle de traumatisme, etc. C'est que là, on est encore dans un cadre comme un peu les liens du sang, où tu as une relation mère-enfant qui est complètement désastreuse, on va pas se mentir. Là, il y a carrément des abus de violence, etc. Sur elle. Et je vous cache pas qu'elle va rapidement devenir touchante parce que elle a un regard vide parce que tu sens qu'elle a vécu des misères et que elle a une enfance terrible. Son existence n'était même pas souhaitée, quoi, carrément. Et la voir bah, surmonter les différentes épreuves auxquelles elle fait face dans le manga, parce qu'il lui arrive souvent des merdes finalement.
enfin là, vous voyez encore les planches qui défilent, vous voyez que son regard, elle est touchée, juste le regard, tu comprends qu'elle a vécu des misères dans sa vie. Et ben je vous jure, c'est super touchant comme manga. C'est vraiment super touchant, c'est très efficace. 4 tomes, comme quoi des fois il suffit pas de... Enfin, y a pas besoin d'aller chercher une série en 10-12 tomes pour vraiment te marquer. 4 tomes là, ça suffit amplement. Et même dans le style de dessin, moi ça me rappelle Shuzo Oshimi. Encore une fois, c'est un style épuré qui laisse vraiment parler le dessin finalement. Voilà, en termes de narration, c'est pas beaucoup de dialogue, c'est pas beaucoup de texte, tout ça. C'est vraiment moi c'est ce genre de narration que j'aime bien parfois aussi, c'est que t'as pas besoin de lire le manga pour comprendre en fait, limite. Enfin, t'as pas besoin de lire les bulles et tous les textes pour comprendre ce qui se passe. Juste le dessin, il se suffit à lui-même. Et ça, moi ce genre de temps je kiffe parce que c'est pas donné à tout le monde en vrai. Pas à tous les auteurs qui parviennent à transmettre ce qu'ils veulent te faire parvenir, les messages qu'ils veulent te véhiculer, ou juste qu'ils veulent les émotions qu'ils veulent transmettre aussi. Il y en a qui ont du mal à le faire sans vraiment faire parler les personnages, etc. Alors que là, tout ça est extériorisé, juste tu vois le visage des persos, tu comprends ce qui se passe, tu comprends ce qui traverse, etc. Ça c'est très fort. Et du coup, pour parler de la fin, je l'ai trouvée globalement satisfaisante. Elle est peut-être un peu frustrante sur sous un certain aspect. J'aurais aimé avoir des réponses à certaines questions, mais finalement, c'est pas le cas, mais c'est pas non plus dérangeant plus que ça. Et ça reste un bon petit manga qui, je pense, mérite plus d'attention, plus de lumière et qui n'est clairement pas coté à sa juste valeur, je trouve. Et je vous le recommande du coup pour le coup. Après pour le coup, en termes d'édition, je suis obligé d'en parler. Certes, c'est Les Arts Noirs, éditeur indépendant, tout ça. C'est un grand format, donc ça c'est cool. Le grand format est cool. Le papier aussi, c'est de bonne qualité. Mais il me semble que le tome c'est 13 € si je dis pas de conneries, donc ça a quand même son prix. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui sera enclin à mettre 13 € sur un tome de manga. Mais sachant qu'il n'y a pas de page couleur, voilà, il n'y a pas de papier glacé non plus. Mais je suis moi quand même salé que l'édition de Bambi chez Imo là, parce que Bambi je trouve que l'édition est désastreuse. Hein. Éditeur indépendant ou pas, c'est du papier transparent, on voit rien, enfin... Le papier est transparent, de mauvaise qualité, il n'y a pas de page couleur, il n'y a pas de jaquette. Là aussi il n'y a pas de jaquette, moi c'est un peu dommage, hein. Franchement. Moi je suis pas trop fan des mangas comme ça sans jaquette, c'est direct le cartonné comme ça et... Il n'y a pas d'effet de fabrication non plus. Mais bon, vas-y. Des fois je veux bien faire l'effort, quand le manga il en vaut le coup, et là pour le coup mauvaise herbe j'estime que ça vaut le coup, et pour le coup j'ai dit beaucoup de fois pour le coup, mais je vous le recommande, c'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà pour mauvaise herbe. Bonzarti, tout ce qui est question HS les gars, on fera ça juste après, parce que là il nous reste un manga à aborder, voilà il nous reste juste Manchuria Opium Squad. Et après, je répondrai à vos questions tranquillement, les refs. Comme ça nous coupe pas. On fait pas des HS, etc. pour les rediffs. Mais voilà. Donc, bon, les gars. Manchuria Opium Squad. Moi, je vous avais laissé sur le tome 1. Je vous ai pas parlé du tome 2. Le tome 3 est sorti assez récemment. Il est maintenant temps de s'y mettre, là. Ça y est, là. Il est temps de vous en parler. Donc, du coup, Mauvaise Herbe, c'est fini. Tac. Donc, Manchuria Opium Squad. Donc, je vais aller relire le petit résumé pour ceux qui connaissent pas, c'est vrai que c'est peut-être important de vous remettre dans le bain. Mais moi je vous le dis les gars, Manchuria Opium Squad, je sais pas si c'est pas la sortie de l'année. Vraiment. Je sais qu'il y a Rokudenashi Blues, je sais qu'il y a Sakamoto Days, je sais qu'il y a des très gros mangas qui sont sortis et qui vont encore sortir. Voilà, il y a Dandadan qui arrive, etc. Il y a Karakuri Circus, il y a Baki. On mange très très bien cette année, pas de soucis. Mais moi, en termes de coup de cœur, celui-ci est beaucoup trop grand. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que là, c'est une découverte. C'est un manga que j'ai découvert en format papier, alors que ceux que j'ai cités, je connaissais déjà avant que ça sorte en France. Et pour le coup, c'est vrai que ça fait une certaine différence, j'ai envie de dire. Mais c'est beaucoup trop incroyable. Enfin bref, je vous lis les résumés et vous allez comprendre pourquoi des fois vous voyez des petits visuels de Breaking Bad qui pop. Jeune agriculteur en Mandchourie, Isamu Higata voit son quotidien bouleversé lorsque la peste finit par toucher sa mère. Pour gagner l'argent nécessaire à son traitement, il se lance dans la culture du pavot et réussit à purifier de l'opium. Mais ce faisant, il tombe dans le monde de la mafia, ce qui va le plonger en enfer. Donc voilà, vous avez compris le parallèle qui a été fait avec Breaking Bad.
C'est clairement l'histoire d'Eisenberg en Mandchourie dans un manga. Très clairement, c'est Walter White le type. Et je vous le dis, c'est le type qui va se lancer dans le monde de la drogue comme ça pour subvenir aux besoins de sa famille. Dans un premier temps pour soigner sa mère. Mais finalement, bah, la réalité de la vie le rattrape. Et du coup, bah, ça va l'englober finalement plus pour sa famille et pas seulement pour sa mère, du coup. Donc ça va aussi bien toucher ses petits frères et sœurs. Et forcément, bah, quand tu te lances dans la drogue, forcément tu plonges dans le monde de la mafia et c'est sans retour en fait. Tu ne peux pas juste, vas-y, on fait ça un week-end et dès que mon problème est réglé, c'est fini. Au contraire, c'est en voulant régler un problème, un petit problème, que tu vas en attirer des tas et des tas et des tas. Et ben justement, enfin les tomes 2 et 3 de Manchuria Opium Squad, c'est totalement ça. C'est que plus ça avance et plus le prota il se met dans un merdier pas possible. Parce que ça y est là, il est enlisé dans une affaire dans le domaine de la pègre, il peut plus en sortir comme il veut. Et maintenant il a pas le choix. Il doit poser ses couilles sur la table et montrer aux gens que bah comme Walter White en fait, il doit endosser un rôle. Il doit c'est plus le petit mec tranquille qui le grand frère dans la famille, voilà, qui subvient aux besoins de tout le monde. C'est plus seulement ça. Là, il doit survivre aussi. Et c'est ça qui est incroyable en fait, c'est que je sais pas, je crois que c'est je sais plus si c'est dans le tome 2 ou dans le tome 3. Mais mais franchement le Isamu, ça y est, le type il a eu son petit développement déjà. Le type c'est un mal alpha, ça y est là, il est trop fort. Genre perso excellent, perso validé. J'avais peur que on reste sur l'archétype du héros qui est un peu chétif, genre un peu naïf et tout, qui s'aventure dans un univers aussi sombre et du coup qui n'évolue pas, qui reste un peu plat, on va dire. Là, c'est pas le cas. Le type, il prend des décisions par lui-même, il prend des initiatives par lui-même. Il a des couilles de fou, je vous le dis. Je pense que si vous avez lu les tomes 2 et 3, vous savez de quoi je parle. Le type, si, pour aller au charbon, il attend plus qu'on lui dise, là. Ça y est, le type est trop fort, c'est incroyable. Et en plus de ça, bon, c'est vrai que dans le tome 1, moi, le personnage qui m'avait marqué surtout, c'était Liwa. Voilà, et c'est littéralement la femme fatale. C'est celle qui m'avait le plus marqué. Et pour le coup, à juste titre, je trouve. Mais là, plus on avance, et plus je trouve il y a un casting de personnages qui ressort de ce manga qui est vraiment quali. Et c'est ça qui est cool. Quand tu valides la plupart des persos dans un manga, bah, t'as qu'une envie, c'est de les suivre, de voir comment ils vont évoluer, de voir la suite de leurs péripéties. Et pour le coup, dans un manga comme Manchuria Opium Squad, il y a beaucoup d'enjeux, il y a des conséquences aussi. Donc pour le coup, que demander de plus? Les dessins sont exceptionnels, moi j'aime beaucoup le style. Voilà, très expressif et franchement les pages quand ils font goûter leur opium à leurs clients, hein, il y a même des stratagèmes et tout pour gagner en influence du coup. Et c'est franchement moi ça me régale. Ça me régale dans tous les aspects en fait. C'est la meilleure nouveauté de l'année pour l'instant, je le pense. Je sais pas si j'aurai cet avis-là d'ici la fin de l'année. Je ferai encore une vidéo bilan pour faire le point. Mais en tout cas, c'est dans le top 3, c'est sûr. Top 3 sûr. Donc voilà, là je pense qu'on sera à peu près tous d'accord les gars. Banger, une bonne petite frappe Manchuria. Mon coup de cœur de ces 2 dernières années perso. Les dessins, les personnages, les couvertures, les pages couleurs, le contexte historique, non c'est trop. Et voilà, t'as tout dit. Voilà, tu m'as complété. Les couvertures, vous les voyez défiler, elles sont incroyables. Et c'est vrai qu'il y a un contexte historique aussi qu'on connaît pas trop finalement. Voilà, l'histoire de la Mandchourie, tout ça, c'est pas un côté moi que j'ai forcément... je me suis jamais intéressé, tu vois. Et donc du coup, ouais, c'est un aspect un peu qu'on voit pas souvent. Et moi, ça me régale. Et en plus de ça, bon, j'ai fait le parallèle à Breaking Bad, qui est ma série préférée. Donc si j'ose la comparaison aussi, c'est que je pense que c'est le manga le mérite. Donc au Japon, les gars, je crois qu'il y a 9 tomes. Si je dis pas de conneries, attendez. Le 9ème tome est sorti le 6 juin dernier. Et le manga vient d'atteindre 1 million de copies en circulation au Japon. Donc ça a son petit succès aussi. Sachant que c'est publié dans le Comic Days. Donc c'est pas le... Enfin, ça a commencé là-bas, après ça a été transféré dans le Young Magazine. C'est pas les magazines les plus... Voilà, c'est pas non plus le Jump ou Shonen Magazine en termes d'exposition. Ça reste des bons magazines par contre. Donc putain, j'ai envie de dire, j'attends un animé, putain. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Bah un animé, c'est bon là. Vous imaginez ce manga en animé maintenant? Ça serait incroyable en vrai.
futur gros nom du manga New Gen selon toi? C'est déjà un gros nom pour moi. Moi, j'attends pas que ça devienne hype pour dire que le manga mérite. Pour moi, c'est déjà un des meilleurs mangas de sa génération. C'est clair et net. Faut pas attendre que ça devienne populaire pour le dire. Au contraire, faut le dire tout de suite. Comme ça, bah, ça ramène des gens un petit peu dans la communauté. Ça aide le manga à grandir aussi, à gagner en popularité. Et franchement, je vous jure, ça mérite de ouf. Mais j'en ferai une vidéo, les gars. Je pense que je vais attendre encore peut-être 1 ou 2 tomes. Mais va falloir que je lui fasse une vidéo parce que ça, c'est un trop gros coup de cœur. Et quand je vous dis que c'est un coup de cœur, c'est ça mérite une propagande comme j'ai pu le faire pour, je sais pas, Grand Blue, pour les Tokyo Revengers, pour The Promised Neverland à l'époque, au tout début. Enfin, bref, c'est ce genre de coup de cœur là, tu vois. Donc là, c'est le genre de recommandation. Allez-y, foncez. Là, je suis sûr, dans la sélection de ce soir, ce manga-là, c'est celui que je vous recommande en priorité. Il y a Gintama aussi, attention, Gintama aussi, mais Gintama c'est peut-être plus long, donc y a pas tout le monde qui peut se le permettre, même si c'est dispo sur Manga.io. Mais Manchuria Open Squad, il y a que 3 tomes. Rejoignez le train, les gars. Le train, il a pas encore totalement démarré. Il vous attend. Rejoignez-nous, vous allez kiffer votre race. C'est incroyable. Regardez cette planche. Regardez cette planche, putain. Ah, c'est incroyable, en vrai. Ah, mais oui, en plus, vu l'évolution, la tournure que ça prend, moi, pareil, je suis pareil que toi, Alex, je suis confiant pour la suite. Ça prend la bonne tournure. Et ça m'a déjà prouvé en 3 tomes que ça ne. Ça va. Enfin, il n'y a pas de redondance en fait. Genre, les différentes histoires qui nous sont racontées, elles sont déjà bien marquantes, bien impactantes. Il y a des enjeux, comme je l'ai dit, il y a des conséquences. Donc, pour le coup, je vais demander de plus, j'ai envie de dire encore une fois, franchement, même en termes de visuel, je kiffe de ouf. Le manga, il a une patte graphique aussi qui sort du lot. Pour le coup, vas-y, c'est à lire absolument ça. Ah, mais pour moi, c'est. Oui, oui, bien sûr qu'il peut avoir un animé. Hein. Le manga, bon, les gars, c'est vrai qu'on est habitué à parler du Jump. On s'attend à des grosses ventes, etc. On parle du Top Oricon à chaque fois. Mais faut savoir que 1 million de copies en circulation pour 9 tomes, ça reste énorme. Ça reste un succès. Donc, bien sûr, c'est pas encore digne. Enfin, digne. C'est pas encore des stats qui apparaissent dans le Top Oricon, tout ça. C'est pas encore de ce niveau-là. C'est pas pour autant que le manga n'est pas quali ou quoi. Et c'est pas pour autant qu'il peut pas avoir un animé derrière. Mais ça peut péter avec un animé, encore plus. Hein. C'est clair et net pour moi. Pour répondre à ta question du coup, franchement, c'est le genre de série, mais ça mérite un animé, mais de ouf. Vraiment pour le coup. Genre, en fait, c'est un peu. Je sais pas comment dire. Enfin, moi, après, ouais, Spy Family, il y a un côté comique, c'est vrai. Il y a quand même le côté comique qui reste différent, mais il y a l'action qu'on peut voir dans Spy Family, bah, tu rajoutes un univers plus sombre avec voilà, la mafia, la PEG, tout ça. Et ça se passe en Mandchourie. Mais vas-y, si. Bon, après, ouais, Spy Family, ça reste plus facilement adaptable. C'est là où je veux en venir, mais ça, y a rien de difficile en vrai à adapter, je pense. Après, bien sûr, faut tomber sur le bon staff, le bon studio et voilà. Mais en vrai de vrai, putain, ça mérite tellement une animation digne de ce nom, en vrai de vrai, parce que oui, il y a beaucoup d'action, ça pète dans tous les sens. Donc, je verrais bien, oui, tenter le coup. En vrai, moi, peu importe le studio, moi je suis pas dans ce délire Mappa, Wit Studio, Footable. Moi, c'est vraiment le staff que je regarde avant tout. Après, bien sûr, selon le studio, bah, il y a les grands noms de l'animation qui ne bosseront pas avec eux, tu vois. Voilà, je pense si c'est Liden Films qui s'occupe de Tokyo Revengers, qui ont massacré Terraform Mars, qui ont coproduit aussi Berserk 2016, là oui, j'aurais aucun espoir de m'attendre à quelque chose de quali. Mais voilà, après, le studio ne fait pas tout. Mais incroyable. Mais vraiment, moi, les pages où tu vois les gens se shooter, se droguer, tout ça, elles sont incroyables. Vraiment, comment c'est retranscrit, l'extase que ça leur procure. C'est trop bien retranscrit en vrai. Donc voilà, en vrai, je pense qu'on a gardé le meilleur pour la fin, en vrai de vrai. Bon, Gintama, en termes de statut et tout, ça reste le meilleur, on va dire, mais voilà, en tout cas. Donc allez-y, n'hésitez pas. Donc là, pour résumer sur tout ce qu'on a parlé, bah moi, mes 3 recos principales, j'ai envie de dire, c'est bah, toujours Gintama,
Manchuria Opium Squad. Et j'ai envie de dire 17-21 en vrai. Le 17-21 pour Fujimoto, mais après c'est un peu facile de le dire, donc pourquoi pas Rooster Fighter. Rooster Fighter c'est qu'un tome, mais ça sort tellement du lot. Après oui, il y a les liens du sang. En vrai, la sélection de ce soir était lourde, je trouve. La sélection était lourde parce que j'ai même pas fait exprès parce que c'était vraiment mes dernières lectures. Mais je trouve il y a un peu de tout. Il y a tout le monde qui peut manger. Donc maintenant à vous de voir quel genre vous préférez. Mais voilà. Donc, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel manga vous sauce dans cette sélection. Vous avez peut-être pas lu. Mais là pour le coup, je pouvais pas faire plus varié en vrai. Sachant qu'il n'y a pas eu que des mangas. Enfin, il y a quasiment pas eu de trucs très connus. En tout cas mainstream. Donc là pour le coup, je pense qu'il y a des bonnes découvertes à faire pour vous en vrai.